Les gens ils croyaient que c'était une agence française, dont je ne vais pas citer le nom, et Non, qui non, non. était... Mais je vais l'écrire. Je rigole. Bonsoir tout le monde. Alors, ce soir, j'ai l'honneur et la chance d'avoir Kamel avec moi Ravi. pour un nouvel épisode de Ça reste entre nous. Alors, Kamel, tout d'abord, bonsoir et merci d'être venu. Merci à toi. Voilà, les politesses, la base. Oui. On s'est rencontrés il y a quelques années. J'étais venu avec une amie qui... elle était passée te voir et elle m'a dit écoute, si ça t'intéresse, je connais un mec qui fait des cartons et tout. Je lui dis comment ça il fait des cartons? Ah ouais, il fait des cartons, tu vas voir, il fait des meubles en carton. Je dis ok. Et moi à l'époque, je venais de rentrer de l'étranger, j'avais pas grand chose à foutre non plus, mais je me disais ça serait sympa de voir un peu quelque chose de différent et j'aime beaucoup voir quand les gens font des choses atypiques. Elle me dirait, viens voir un banquier. Bon, ok, mais quelqu'un qui fait un truc avec les cartons, ça m'a intrigué, donc je suis passé te voir. Et tu avais à l'époque un atelier à Casa et tu faisais des meubles en carton. Et je me souviens, la première des choses que je t'avais dites, c'était est-ce que je peux m'asseoir dessus? Tu penses que ça va te dire? Et tu m'as dit, vas-y. Puisque petit détail. Voilà, je suis petit. Je suis petit. Et en effet, alors c'est là où... Et tu pèses 50 kilos. Voilà, tout mouillé. Et encore. Et en effet, c'était des meubles en carton. Et j'avais plein de questions. Et vraiment, j'avais gardé plein de souvenirs un peu... intrigué, rêveur, etc. Et tu m'avais montré des trucs magnifiques, des maquettes, des fauteuils, des podiums, ton bureau était en carton, tout était en carton, tout était en carton. Exact. Des décorations florales en carton, etc. Donc on va commencer par... je vais commencer par te laisser parler, pourquoi pas. Parce que tu es là pour ça, quelque part. Alors, dis-moi un petit peu, est-ce que tu peux te présenter un petit peu succinctement ou pas, hein. Oui, je pense oui. Une petite présentation quand même Bien sûr. est nécessaire. En fait, je m'appelle Kamel Yatim et j'ai 43 ans. Je me suis inscrit sur cette plateforme de rencontre. Sur cette plateforme de rencontre, ouais, voilà. Écoute, si je peux te dépanner, je pense qu'on doit avoir 2 ou 3. En fait, j'ai fait un cursus artistique, presque dans toutes mes études et carrières d'études. Au Maroc. Au Maroc, oui, exactement. À Casa. Au Maroc, à Casa, dont le carton ne faisait pas partie du tout. Et c'est vraiment la passion pour un autre art qui m'a mené vers le carton. Parce que Donc tu as commencé par quoi? J'ai commencé par des petits dessins de n'importe quoi qu'on n'arrive même pas à savoir ce que c'est. Est-ce que c'est une maison? C'est quoi? C'est un château? C'est quoi? C'est un chapiteau? C'est quoi ce truc? C'est en fait, j'ai commencé très jeune, très jeune à dessiner, comme tous les jeunes, à kharbaq, comme on dit en arabe. Bien sûr, tout comme nous tous. Comme tout le monde, à kharbaq. Mais certains kharbaq vont kharbaq passionnément et certains vont kharbaq, mais ils vont kharbaq d'une façon de passage, quoi, voilà, de passage. Donc j'ai commencé à sketcher un petit peu et ces sketchs, j'ai commencé à virer vers le monde mécanique comme tout garçon qui n'est pas manqué. En fait, j'ai commencé par les sketchs et dessins de voitures. D'accord. Et d'avions et de beaucoup de choses qui roulent. Moto, avion, voiture, ça. Après, c'est comme à l'âge de 4 ans, 5 ans, j'ai commencé à vouloir cette envie de matérialiser en forme, en volume, ce que je dessinais. D'accord. Et j'ai commencé par des petites maquettes cubiques, vraiment cubiques. Ça veut dire j'ai des photos qui datent de longtemps. C'est
des voitures qui sont vraiment flat. C'est-à-dire D'accord. tu vois un côté, tu vois un toit, tu vois un côté, tu vois D'accord. un arrière et un devant. Mm. Et c'est ça qui m'a conduit à faire des maquettes en papier qui m'ont conduit à la passion accidentellement en 2006 vers le carton. D'accord. Pourquoi je dis accidentellement? Parce que je faisais des maquettes en papier, c'est pas du carton, c'est vraiment du papier, c'est du papier Bristol, duplex, c'est des types de, on peut dire ça, c'est des papiers de carte de visite. D'accord. Et quand j'ai commencé ça, j'ai mis des années à perfectionner, c'était de l'autodidacte total et à 100%, je faisais ça par mes propres moyens et visions. C'est-à-dire comment je voyais. C'est pas des maquettes que je téléchargeais ou whatever. Non, pas du tout. C'était des maquettes que je vois des photos, de simples photos sur magazine. Parce que même Internet... À l'époque, c'était pas encore... C'était pas le boom d'Internet. Et avec le temps, tu perfectionnes. Chaque passion se perfectionne avec le temps, c'est sûr et certain. Et du coup, j'arrive en 2006. Je participe à un concours mondial de la maquette à Paris. Excuse-moi, je vais t'interrompre. Ouais. Parce qu'avant ça, tu m'avais dit quelque chose qui était super intéressant. Ouais. Tu m'avais parlé de ton parcours artistique, mais tu m'avais dit aussi comment ton parcours artistique il était perçu. Et comment c'était, quand tu étais rentré dans ton cursus scolaire artistique, directement, toi, tu voulais faire du modélisme, tu voulais faire des choses en 3D, etc. Ce que je voulais. Voilà. Mais tu étais forcé de faire d'autres études. Oui, exact. Un petit peu. En fait, c'était pas tout à fait... Tu n'as pas fait de la mécanique ou de l'ingénierie à cause de ça, mais tu as fait un milieu artistique, mais ce n'était pas ce genre d'art que tu voulais faire. Mais comment était perçu le fait que tu veuilles faire de l'art chez toi, ta famille, ton entourage, etc. Ça va. Au niveau, il y a le côté familial et le côté social, sociétal plutôt. En fait, côté famille, il y avait vraiment de l'engouement, de l'encouragement. Parce que ton père est photographe. Donc ton père est déjà artiste. Il était poète, il était photographe, enseignant. Donc il est un peu dans cette philosophie art pédagogie. D'accord. Donc c'était plutôt simple de convaincre, c'était plutôt logique de partir sur cette voie. Exactement. D'accord. Très bien. Une suite logique. Très bien. Et après, en fait, c'est comme comme j'ai dit, côté familial, parents, sœurs, cousins, cousines, c'était tout le monde me jetait des fleurs, tout le monde m'encourageait. Même à l'école, c'était les profs aussi. Je me rappelais, à chaque fois que je faisais une maquette, j'allais avec cette nouvelle maquette la présenter aux profs de français, d'anglais, de tout. C'est pas forcément juste des profs d'art plastique, mais de tout le monde. Après, côté société, c'est comme... pourquoi il fait ça? Mais ça va lui générer quoi? C'était toujours la question subsistentielle, plus ou moins. C'est qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Ça veut dire c'est pas un diplôme bac plus 5. Pourquoi il ne fait pas médecin? Pourquoi il ne fait pas avocat? Pourquoi il ne fait pas pharmacien, etc. Tu sais que moi, on en avait parlé tout à l'heure, mais j'ai eu un parcours aussi artistique un petit peu. Et j'ai commencé par faire de l'informatique une fois que je suis parti aux États-Unis. Et quand j'ai commencé à faire de l'informatique, alors nous, on a toujours à la maison, j'ai un oncle qui est informaticien, des cousins qui sont dans l'informatique. Il y a cette fibre informatique. Et donc, j'ai voulu faire un peu comme tout le monde. Et ce code binaire, voilà, 0-1. Voilà, c'est exactement. Et donc, je me suis dit, voilà, je vais faire de l'informatique. Ça va être intéressant, ça va être cool. Et puis, j'aime l'informatique. Moi, j'ai jamais vraiment eu de... Enfin, on en a eu des jeux vidéo, etc. On a toujours eu un ordinateur à la maison. J'étais toujours connu par mes copains avec l'ordinateur à la maison. Donc, on avait des jeux, mais bien sûr, j'aimais bien jouer avec, etc. Et donc, je fais informatique. Et moi, à la base, je voulais faire graphic designer, c'est-à-dire de l'art, du design graphique, mais sur ordinateur, donc tout ce qui est les produits Adobe, Photoshop, etc. Et je voulais designer des sites web, je voulais designer des logos, je voulais faire ci. Et j'ai commencé à faire de l'informatique parce que je me suis dit, bon, l'informatique... J'en aurais besoin. Voilà, on va utiliser l'ordinateur pour faire ça. Donc, l'informatique, quelque part, je vais commencer par faire informatique. Ensuite, je vais bifurquer vers le design. Exact. Et j'ai commencé à faire ça. Et on n'a pas fait du design du tout. On a fait beaucoup de programmation. Java. Et dès que je sors d'un langage, j'ai encore un autre.
Et je me dis, oh là, mais c'est... C'est interminable. Interminable. Et je me disais, mais on va faire des designs. Oui, vas-y. Java, après tu vas faire C++. Après C, après tu vas faire JavaScript. Et donc, moi, ça m'a C'est vite... comme, excuse-moi de t'interrompre, Oui, vas-y. c'est comme un enfant quand on lui donne pour qu'il mange son dîner. Maman, je veux le sucre. Maman, je veux de la tarte. Oui, ça va arriver. Mais il faut que tu finisses tes légumes d'abord. J'en ai mangé des légumes et pendant longtemps. Et ensuite, à un certain moment, je me suis dit, c'est pas possible. Je suis parti voir ma conseillère d'orientation. Je ne sais pas si c'est le mot en français. En tout cas, je suis parti voir quelqu'un qui s'occupe qui t'encadre un petit peu dans tes choix de classe, etc., qui t'oriente. Et je suis parti la voir et je lui ai dit, je me suis assis dans son bureau. Je lui ai dit, écoute, moi, je veux faire tout ce qui est artistique. Je veux faire Photoshop, etc., tout ce qui est design de site web, design. Elle m'a dit oui, on a une branche qui s'appelle comme ça, qui s'appelle Graphic Design. Et très bien. Et je lui dis, super, putain, j'ai perdu 2 ans de ma vie. Elle m'a dit, c'est pas grave, tu peux le prendre en tant que minor et ça en tant que major. Donc tu peux l'enregistrer en tant que branche si tu as fait assez de classes dedans. Parfait. Elle m'a dit, oui, mais donc dans le département de l'art, je lui dis, département de l'art? Comment ça, département de l'art? Elle m'a dit, oui, graphic design, c'est pas dans le département de science, c'est le département de l'art. Ça change tout. Hein. Je lui ai dit, c'est vrai? Ça change tout complètement. Je lui ai dit, ok. Département de l'art, c'est-à-dire c'est de l'art. Elle m'a dit, oui, c'est de l'art. Graphic design, c'est de l'art. Je lui ai dit, oui, mais j'utilise des ordinateurs. Donc elle m'a dit, oui, mais c'est dans le département de l'art. Ok. Et je me disais, putain, je vais revenir à la maison avec un diplôme au Maroc, un diplôme d'art. Et mon père, à la base, il a l'impression que je fais de l'informatique. Et là, on se rejoint sur le fait de sociétal. C'est tout que à la fait. vision... Il y a une pression, bien sûr. Il y a une pression sociétale. Et donc, je me suis dit, bon, comment je vais faire? Je lui ai dit, non, c'est bon. Je vais me débrouiller, je vais finir ce diplôme et après, je verrai ce que je vais faire. Et donc, je me suis dit, moi, dans ma tête, je vais le faire à côté, je vais faire des trucs à côté. Et donc, je repars et je reprends un autre semestre. Et je me souviens très bien, dès que je suis rentré dans une classe d'informatique, de programmation, j'ai revu encore, comment on définit et je me suis dit, c'est bon, c'est mort. Je me suis dit, dès que ce semestre se termine, je change, même si on me dit, tu sais, même s'il faut que je mette des plumes, c'est bon. Je fais l'art, oui, je vais écrire un t-shirt, je fais de l'art et après, tu vois. Manger de la peinture aussi. Écoute, tout ce qu'il y a à faire, je le fais, mais je veux plus faire ça. Et donc, je finis ce semestre, je pars, je fais de l'art et... je t'avais dit en rigolant, c'est 2 départements qui sont très très différents. Le département d'informatique, très sombre, beaucoup de mecs. Moi, à mes 20 ans, beaucoup de mecs, etc. Que des mecs, c'est-à-dire on avait 1 ou 2 filles par classe. Et maintenant, dans le département de l'art, c'est la vida. C'est la vida. On respire. Il y a une mixité, donc il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, il y a des couleurs, on va sortir prendre des photos dehors, on apprend la photographie, les angles, etc. Et je me dis, putain, c'est exactement ce que je voulais faire. Ça rayonne. Oui, ça rayonne. C'est magnifique. C'est magnifique. Tu te sens comme dans un... C'est un film d'animation, plus ou moins. Tu es dans ton élément. Tu es enfin où tu devais être depuis longtemps. Et donc, j'imagine que tu as eu la même sensation quand tu as fait des études qui étaient sympas. Donc, tu m'avais dit que tu avais fait l'étude de l'art, l'impressionnisme, le ci, le ça. C'est intéressant, mais ce n'était pas exactement ce que tu voulais faire. C'était de la découverte, certes. C'est vraiment de la découverte. Ça veut dire ça permettait de découvrir des choses que tu ne savais même pas. Tu ne savais même pas comment ça se faisait ou c'est quoi la logique de faire ces choses-là. Et du coup, c'est comme histoire de l'art, dessin d'expression, création en volume. La création en volume, c'était mon cours préféré. J'imagine. Alors là, j'étais le préféré. Et je préférais ce cours, j'étais le préféré des enseignants, des profs de création en volume, parce que je me donnais à 4 millions de %. Quoi. C'était même ceux qui finissaient pas leur maquette, je leur disais, je suis prêt. Je la finis, c'est bon. Et du coup, c'est comme, je me suis vraiment forcé à cette découverte, mais qui a duré longtemps, 3 ans. C'était 3 ans de tronc commun, de lycée. C'est un lycée technique d'art plastique. Et j'en faisais de tout, comme j'ai dit, vraiment de tout. La sculpture, on avait 7-8 matières qui sont en relation avec l'art, plus les maths, l'éducation islamique, tout, le français, l'anglais, machin, tout. Et donc là, je finis.
Et par contre, entre parenthèses, durant ce temps, c'est en fait, j'avais fait pas mal de petits concours au niveau national. D'accord. Comme le Jouba, le concours de la ville de l'enfant, d'architecture et tout. J'ai fait pas mal de trucs, j'ai fait quelques expositions. En fait, à partir du collège, j'ai commencé à plus ou moins à professionnaliser, entre guillemets, ma passion pour les maquettes. D'accord. Et donc, ça m'a permis de faire la une de quelques journaux, d'avoir une bourse carrément de Sopriam, la société de voitures, qui m'a loué un stand dans un salon de l'automobile et j'ai exposé mes voitures. C'était grâce à eux, c'était un sponsoring. J'ai eu pas mal d'aides, plus ou moins, pour faire ma passion une image, c'est-à-dire une vitrine. Entre parenthèses, on m'a remarqué via le designer personnel de Sa Majesté, Feu Hassan II. C'est c'est un Suisse-italien et c'est-à-dire designer personnel, il designait quoi? Il designait les voitures sur mesure parce que Feu Sa Majesté Hassan II il était très connu pour sa passion pour les voitures. Il était vraiment fou fan des voitures, quoi. Et donc il lui designait, excuse-moi je t'interromps encore, il lui designait des voitures sur mesure, c'est-à-dire un modèle qui n'existe que pour lui. Non, exactement, c'est comme vraiment, j'ai vu un 6x6 pour la chasse, j'ai vu sur la base d'une Mercedes classe S, la classe CEL 500. C'est la base d'une CEL 500, motorisation châssis et plateforme, mais en fait tout le châssis, tout l'habillage, le design extérieur et tableau de bord intérieur et tout, c'était autre chose qu'une selle. Ça n'a rien à voir. D'accord, ok. Donc tu l'as rencontré et... En fait, on m'a contacté via un journaliste. C'est un journaliste qui m'a dit, écoutez, voilà, il y a une école, Sa Majesté Feu Hassan II a initié une école de design automobile au Maroc. En fait, les gens ne savent pas, peut-être pas, mais il y avait bel et bien une école de création d'automobile au Maroc. Et ça s'appelait CREA, Centre d'Engineering et de Design pour l'automobile. D'accord. Et en fait, ce centre, il était inauguré, je pense, en 94, 95, quelque chose comme ça. Moi, j'étais en première année de lycée. En fait, je venais d'avoir le brevet et j'allais en première année de lycée. Et là, on m'a invité pour l'inauguration. Il y avait le designer de Sa Majesté, il y avait des journalistes, des designers automobiles marocains qu'on ne connaissait pas, qui travaillaient dans des bureaux, des design headquarters à travers le monde, chez Mercedes, chez BMW. Mais il y a des Marocains qui travaillent là-bas. Il y a des grosses pointures, d'accord. Grosses pointures. Certes, pas les décideurs de lignes de style, ce qu'on appelle les bureaux de style, mais c'est des designers. Ça veut dire que c'est des gens qui vont dessiner peut-être le siège sur lequel tu t'assois dans une marque, ou un tableau de bord, ou une poignée de boîte de vitesse ou des choses comme ça. Et donc, il y avait toute une médiatisation de ce centre, au niveau professionnel, bien sûr. Et là, on m'a remarqué, on m'a présenté au designer de Sa Majesté, on m'a dit, voilà, là, c'est un jeune, j'étais jeune, j'avais 15 ans, quelque chose comme ça. Et cette école, il y avait l'accès, c'est un bac+2. D'accord. Imaginez, dans le temps, c'était un bac+2 pour accéder à cette formation. Donc voilà, c'était pas vraiment ouvert à n'importe qui. Non, pas du tout. Et on m'a donné la chance, c'est une bourse de faire une année d'études gratuite. Et j'avais même pas fini mes études, mais sous réserve qu'en 99, je reviendrai après avec mon bac pour intégrer l'école soit en Suisse avec une bourse directement en Suisse. J'avais le choix entre soit l'école à Créa, soit en Suisse. Malheureusement, en 90... Il n'y a pas photo, j'ai envie de dire. Non, il n'y a pas photo, ok. Le choix est vite fait. Voilà. Le choix est vite fait. Vous savez quoi? Je vais bien réfléchir. C'est bon, je prends la Suisse. La Suisse, le chocolat. Et du coup, 99, malheureusement, il y avait le décès de Sa brusque de Sa Majesté Feu Hassan II. Alors du coup, c'est comme
le designer aussi est reparti faire une autre école, une deuxième école en France. Je ne me rappelle pas de quelle ville, région, mais en fait, il a eu, et c'est comme un nouveau challenge, un nouveau D'accord, départ, il est parti sur d'autres horizons. d'autres trips et d'autres Mm. horizons. Donc, malheureusement, la bourse est Elle est tombée à partie l'eau. aussi. Mm. Il est parti avec aussi. Donc, mais entre parenthèses, pour revenir à la formation, en fait, et après, quand j'ai eu mon bac, c'est comme quand tu as un bac technique en art plastique, tu n'as pas vraiment beaucoup d'horizons devant toi. Mhm. Tu as les beaux-arts, l'école des beaux-arts, sinon les écoles privées. L'une des deux. Tu ne peux pas aller à l'université et, se présenter avec un bac technique en art Mhm. plastique pour faire littéraire ou Bien pour sûr. faire... non, non. Économie, etc. Non, non, bien non, sûr. non, non, Et donc, toi, tu as choisi quoi? Tu as opté pour quoi? En fait, j'ai opté pour les beaux-arts comme choix naturel. Mhm. Et je me présente à la formation. Et là, on me dit 2 ans de tronc commun. What? Encore, c'est reparti pour un tour. 2 ans de tronc commun, c'est quoi ce délire? Donc là, je tombe des pommes. Je dis, no way. No way, c'est pas possible. J'ai Tu plus pourras plus 2 ans. l'énergie de supporter 5 ans de tronc commun pour arriver à ce que je veux faire. C'est enfin, assouvir ta passion. C'était trop. Non, non, c'était trop. J'ai dit, laisse tomber. Alors là, c'est que moi, j'ai entamé déjà la formation. C'est comme, j'étais vraiment dans la formation. Ça veut dire que je ne pouvais pas m'inscrire dans d'autres écoles. Heureusement, j'ai trouvé, c'était une formation d'art graphique. Je me suis dit, oh, tant mieux, c'est de l'art, en moins, c'est de l'art. C'est une formation, un BTS en art graphique. D'accord. Et j'étais sur liste d'attente. Et heureusement, j'ai été accepté via la liste d'attente et j'ai intégré un BTS en art graphique. Parce que sinon, tout ça à Casa, bien sûr. À Casa, bien sûr, oui, exactement. Vu qu'on n'était pas en Suisse. Voilà, donc forcément. Forcément. Le chocolat est parti. Le chocolat est parti, le chocolat était trop chaud. Et voilà, j'ai fait les arts plastiques, les arts graphiques plutôt, 2 ans. Et j'ai intégré le marché de travail à la fin du cursus carrément. C'est comme c'était l'engouement, c'était à la demande, à la vogue, c'était l'infographie, tout ce qui est infographie, c'était vraiment à la demande en 2001. C'est là où j'ai eu mon diplôme. Et j'ai même pas eu de répit, j'ai pas eu de vacances. Je me rappelle cette année, c'était l'été à la fin de ma formation en juin, quand on a été, ça y est, la promotion est finie. C'est comme, j'ai pas pu prendre de vacances parce qu'on m'a embauché directement dans une agence de communication en tant qu'infographiste. Après, c'est comme les années de 2001 jusqu'à 2006, en fait, c'était l'infographie, le design et après directeur artistique dans une multinationale américaine et ainsi de suite. Ok. Et donc après, c'est à quel moment que tu pars au Canada? Tu pars en quelle année? Je pars, en fait, j'ai reçu le message parce que j'avais un dossier d'immigration que j'avais déposé en 2003. Et ça a pris tellement de temps, c'est en fait, à la fin, c'était vraiment presque, je me suis dit, ok, je mène ma vie. C'était 5 ans. En 2008, en fin 2008, j'ai reçu le message pour venir avoir pour le visa, finaliser le process. Et à ce moment-là, j'étais à Toulouse, j'étais en France. D'accord. Et là, je me suis dit, ok, j'avais une petite entreprise, certes, de photographie professionnelle pour le shooting que je gérais avec mon père, qui est photographe professionnel, comme j'ai dit. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'on fait là? Parce que là, c'est comme, j'ai une entreprise que j'ai montée, j'ai mis de l'effort à nourrir, à tout. Et là, est-ce que je la laisse tomber et repartir à zéro? Sinon, si je pars pas, c'est comme je serais grillé dans le visa. Ça bien sûr. Tout c'est le dommage process, de rater cette opportunité. Exact. Bien sûr. Donc, j'ai laissé l'entreprise et je me suis chaussé les manches, rehaussé les manches plutôt, et je me suis dit, ok, let's go, on y va. Et je suis parti en fin 2008, début 2009, plus ou moins. Parce que j'étais obligé d'y être en fin 2008, mais là, c'est comme avec le décalage de l'entreprise, il fallait liquider certaines choses, déléguer certaines choses. Donc, je suis parti en début 2009. Et là, presque, j'ai tout dû refaire. C'est un sacré bout de chemin, le Canada, parce que oublie ce que tu faisais, oublie tes expériences, tu oublies tout. En fait, tu refais tout presque.
ton mode de vie, tes études, même si on te donne des équivalences, mais l'équivalence, ça ne sert à rien. Pas du tout à rien, parce que le marché de travail, il ne te demande jamais l'équivalence, il te demande si tu as des expériences canadiennes. D'accord, donc il fallait reprendre. Et tu m'as dit, donc tu as commencé à faire tu as commencé à bosser pour l'équivalent de Home Depot, un truc Exactement, comme ça. ça s'appelle toujours Rona. Rona, c'est un grand quincailleur du Canada, de l'Amérique du Nord. D'accord. C'est en fait, c'est comme une entreprise qui fait tout ce qui est outillage, tout ce qui est gardinage, jardin. Oui, ils font tout. C'est un hangar géant. Tu peux construire une maison. Tu peux construire une maison littéralement avec les outils que tu achètes là-bas. Il y a des planches en bois, du plâtre, il y a tout, de la peinture, des clous. Il y a tout. Exactement. On fait de la promotion. On fait de la promotion. Écoute, s'ils veulent nous envoyer des outils, on est preneurs. On va ouvrir une franchise. Et donc, tu as travaillé dans le département de cuisine ? Design de cuisine, exactement. Par l'expérience que j'avais pour les maquettes, parce que je faisais beaucoup de maquettes aussi. En 2006, j'avais lancé 2 entreprises, en fait. D'accord. Au Maroc, j'avais lancé l'entreprise de photographie professionnelle et j'avais lancé aussi le Calia Models. C'est un atelier de maquettes d'architecture en papier. Donc, je faisais des maquettes en papier d'architecture. Et donc, avec cette expérience, ce bagage, j'ai commencé à lire des plans, à travailler avec des architectes et tout. Ça m'a mené à avoir ce bagage et ça m'a permis d'accéder à ce poste de design de cuisine. Mais par contre, j'ai eu une formation grâce à l'entreprise. Ils m'ont fait une formation de design de cuisine parce que c'est assez spécifique quand même, les cuisines. Et j'ai pu travailler comme première expérience en design des cuisines au Canada. Et ta deuxième expérience au Canada, c'était aussi une expérience artistique, exactement. En quelque sorte. C'était quoi ? Chanceux. En fait, j'avais appliqué, en 2010, j'avais appliqué chez le 3e fabricant de jouets au monde. C'est comme Lego, Playmobil, il y a Mega Brands. C'est le 3e au monde. Et c'est une entreprise montréalaise. D'accord. C'est vraiment, elle est canadienne, à 100% montréalaise. Et j'avais déposé mon CV chez eux. Et 1 an, jour pour jour, 1 an, 12 mois, vraiment 12 mois, ils me contactent, faire un entretien. Et j'ai commencé chez eux en tant que prototypeur, génie prototypeur. En fait, j'étais pas le seul d'ailleurs. On était une équipe de 10 personnes, mais j'étais le seul Marocain, bien sûr. Et j'étais le premier Marocain aussi à travailler chez eux. Dans le département R&D, département de prototypage, en fait, on faisait les prototypes des modèles qui vont sortir dans 2 ans, 3 ans. Des modèles de jouets. De jouets. D'accord. Et il y avait des départements design, 3D. C'est eux qui dessinaient les jouets. Et quand tu dessines le jouet, il faut le produire. Il faut avoir un moule. Un moule pour la production en masse. Et donc, il faut passer par l'étape de prototype, test, modification, validation, brevet. C'est tout un process. Ouais. Exact. Et donc, j'étais dans le génie prototypage, mais j'avais l'expérience de maquettiste manuel. Mais je n'avais pas cette expérience de maquettiste génie prototypeur, parce que c'est du génie prototypage. Il faut vraiment voir des algorithmes, voir des perspectives pour certains modèles qui sont en virtuel. Il faut les transformer en volume réel, sachant que le virtuel, il y a toujours de l'exagération de l'œil, parce que l'œil, il perd toujours cette exagération dans les points de fuite. D'accord. Et donc, il faut vraiment quelqu'un de l'expérience. Mais là, j'avais besoin aussi de comprendre le fonctionnement entre les imprimantes 3D, parce qu'il y avait les imprimantes 3D. À l'époque, ça marchait bien, les imprimantes 3D, parce que c'est ce que j'allais te dire. Parce que maintenant, avec une imprimante 3D, tu peux faire un moule assez facilement. Oui, mais pas une maquette. Il ne va pas te faire une maquette finie. En fait, il va te donner les éléments d'une maquette que tu dois finir toi-même et l'assembler toi-même. D'accord. Ça veut dire maquette finale, fini. Non, elle sera toujours une rudimentaire. D'accord. Exact. Et donc, il y avait... Et d'ailleurs, par exemple, pour les maquettes de jouets, c'est des maquettes comme Lego. C'est des maquettes... si tu prends une voiture, par exemple, en maquette, en jouet, c'est une composition de pièces. D'accord. Et en fait, la machine, elle doit produire ces pièces et toi-même, tu dois les
finaliser, les monter, les polir, les peinturer, c'est tout un processus. D'accord. C'est pas un produit fini en soi. Non, 100%. jamais. Sinon, il n'y aura plus le métier de maquettiste ou prototypeur. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, toutes les entreprises, de tout secteur confondu, font des maquettes en volume. Et ils sont obligés. Par exemple, même en milieu automobile, il y a toujours le clay models. Exactement. C'est les modèles en argile. Oui, Ils font un modèle échelle 1, des modèles à échelle 1/10, 1/20, pour des modèles qui, malgré qu'il y a la vue 3D, mais toujours est-il que les vues 3D, ils sont virtuelles et l'œil composé avec l'écran et les profondeurs de champ et les points de fuite, en fait, c'est comme l'œil humain, il fait déjà de la perspective. Et une perspective sur une autre perspective, et ça donne des points de fuite exagérés. En fait, si notre œil ne faisait pas de la perspective naturelle, à ce moment-là, c'est comme si l'œil, il voyait flat. Je ne sais pas ce que ça aurait donné comme résultat, mais c'est sûr et certain que tu as une perspective du cerveau via l'œil qui est déjà faite, et tu as un écran qui va faire encore une perspective, et c'est vraiment pas le produit final du tout. D'accord, ok. Alors, donc, tes métiers, en général, c'était, dans la plupart du temps, voire tout le temps, des métiers artistiques. Exact. Mais tu as travaillé dans différents styles d'art, dans l'art, par exemple, pour les cuisines, ou un peu architecte d'intérieur. Oui, un petit peu. Tu as travaillé. Pas ce poste non, aux architectes. Respect les architectes. Grand respect. Honnêtement, architecte. Je vais te raconter une anecdote sur les architectes. Ouais. Tu sais, j'étais dans une université où je faisais du design. Et le design, c'était à 90% ma passion. Mais ma passion à 100%, c'était d'être architecte. Et un jour, je suis parti j'étais à l'université, et il y a une université dans ma ville qui s'appelle RISD, Rhode Island School of Design. Souvent, elle est décrite comme étant l'une des meilleures universités de design au monde. Il y a de très, très grands artistes, dont, si pour les anglophones, Family Guy, c'est un cartoon qui est basé à Providence, dans l'État de Rhode Island, et dont un des créateurs, le créateur principal, a fait cette école. Il y a plein de grands designers qui sont de très, très grande renommée, et donc forcément aux États-Unis, très, très cher. Donc c'est à peu près entre 45 et 50 000 dollars l'année, juste pour les frais scolaires. Et je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai pas eu autant de mérite que toi. Il faut dessiner de belles choses. Alors, gagner beaucoup d'argent, écoute, si jamais je te montre comment je dessine, moi, c'est 0 + 0, la tête à Toto. Je ne sais pas du tout dessiner. J'ai aucun talent, à part, j'avais pris bien sûr des cours de graphic design. J'étais plutôt bon en Photoshop, etc. Mais et j'avais gagné ni prix ni rien. Pas du tout comme toi. Et bien, figure-toi ce que j'ai fait. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Un jour, j'entends que... alors, j'avais des amis qui me disaient... Écoute, même pas. J'ai un copain qui m'appelle et il me dit ouais, c'est les inscriptions pour RISD. Et j'ai vu des flyers un peu en ville, etc. Et j'ai séché les cours. Et je suis parti. Je suis parti m'inscrire comme si ça y est. Moi, t'es inscrit carrément. Je me suis pas inscrit. En fait, c'était un truc d'orientation où on nous montrait, voilà, les futurs élèves, voilà les cours, voilà les salles, voilà le building à droite. Ici, on fait des maquettes. Ici, c'est plutôt l'art l'architecture. L'établissement lui-même. En fait, il nous faisait un tour, comme une visite de l'établissement. Et l'établissement aux États-Unis, c'est pas une université avec des enclos. Et ça, c'est les buildings de l'université. C'est un building ici, en ville. Donc un autre un peu plus bas, 200 mètres plus bas, un autre ici, mais c'est regroupé, mais c'est pas tous dans le même portail. Voilà, le portail, hop, ça c'est l'université, tu sors du portail, tu es sorti de l'université. À l'image du Canada aussi. Au Canada à Montréal, aussi, exactement. Tu as l'université de Montréal, tu as le CEPSOM, tu as le HEC. En fait, c'est vraiment... Voilà, c'est une zone avec plein de buildings différents. Exact. Et donc, je rentre et je commence à visiter, je commence à truquer. Et honnêtement, je pars là-bas.
Je me suis dit, waouh. C'est ma place. C'est là, tu sais, je me suis dit, c'est extraordinaire. Et je rentre et je les vois. Alors, moi, un jour, je suis déjà rentré à l'intérieur parce que j'ai aidé une amie et je l'ai aidé à faire. Elle avait un projet artistique et je l'ai aidé. Elle m'a dit, écoute, je dois le rendre demain et tout. Qui veut m'aider? Et moi, je leur ai dit, oui, moi, je veux bien. Moi, je veux juste rentrer à l'intérieur. Oui, moi, je t'aide. Et en fait, je bossais avec elle à Apple et elle terminait ses cours là-bas. Et après avoir fini le boulot, elle bossait avec moi. On finissait à la même heure. On est parti, on a bouffé et on était 3 et on est parti l'aider. Elle faisait un truc pas ouf. Ils leur ont donné une petite pièce que tu peux utiliser, où tu peux exposer ton art. Et elle mettait des visages partout. Elle a recouvert, elle a fait comme un wallpaper en tout temps avec des visages. Voilà, mais donc j'en ai collé des visages. Tu sais, les mains, tu perdais la sensation du bout des doigts tellement la colle. Les empreintes, ça y est. Voilà, tu sais, la colle à certains moments, elle commence à t'irriter la peau, etc. Peu importe. Et donc je pars là-bas, je visite. Et on nous dit ici c'est la sculpture, l'étage sculpture. Ici c'est l'immeuble pour faire ci, ici ça. Et à un certain moment. Ils commencent à dire... Alors, parfois, il y a les parents, ça se voit, des parents de riches avec leurs petits gosses, le petit polo, etc. Et moi, comme un con, moi, j'avais pas $10 dans la poche. Et je me balade avec eux comme si j'allais rentrer. Et à un certain moment, ils nous disent, bon, alors, et il y avait plusieurs personnes qui travaillaient pour l'université qui s'occupaient de l'admission. Et donc, ils disaient, voilà, si vous voulez discuter avec eux, etc., etc., et moi, je me suis dit, bon, j'y vais pas, allez, je me casse. J'ai fait le tour, ok, j'ai rêvé un peu. Et je me suis assis en face d'une dame très gentille. Et je lui disais, oui, je veux m'inscrire, ça coûte combien? Moi, direct, je lui demandais, ça coûte combien? Elle me donne les prix, elle me montre les trucs, elle me dit, voilà, c'est quel programme qui t'intéresse et tout. Je lui dis, oubliez les programmes. Moi, avec si je là, même si je vous balaye les classes, ça m'intéresse. Mais ça coûte combien? Elle m'a dit, voilà, le programme, il coûte tant, ce programme, il coûte tant, ce programme, il coûte tant. Il n'y a pas un programme qui coûte moins que $40,000 par an, donc 40 boules par an. Et je lui ai dit, ouais, j'ai pas d'argent. Et je sais pas à quoi je m'attendais, comme si je m'attendais à ce qu'elle me dise, allez, tiens, rentre, toi, tu es gentil. On te donne les bourses tout de suite. Et je lui ai dit, j'ai pas d'argent. Elle avait presque envie de me dire, mais alors qu'est-ce que tu fous là? Je lui ai dit, ouais, il y a des bourses, etc. Alors aux États-Unis, ce qu'il faut savoir, il y a beaucoup de bourses. Mais les bourses sont souvent fournies par l'État. Donc l'État va donner des bourses souvent aux Américains, aux citoyens américains. Il y a des bourses pour des élèves internationaux, mais c'est des bourses de mérite. Donc, j'étais ni un crack aux études, ni américain. Donc, pour moi, c'était cuit. Et donc, je lui ai dit, non, mais tu n'as pas une bourse parce que je suis sympa. Elle m'a dit, non, je n'ai pas une bourse, dégage. Je lui ai dit, écoute, honnêtement, c'est super sympa. J'ai pris 2-3 petites photos et je suis sorti. Et quand j'étais en train de faire la queue, j'ai rencontré un copain parce que c'était en plein centre-ville. Il me dit, qu'est-ce que tu fous là? Je lui dis, ça fait dégage. Il me dit, mais un Marocain. Il me dit, je lui dis, ça fait entre le Maroc. Je dis, tu fous quoi? Il m'a dit, tu attends quoi ici? Tu crois que tu vas t'inscrire ici? Je lui dis, non, mais je vais voir s'il y a moyen. Alors, il y a moyen de rien, mec. Tu es pauvre. Mais super intéressant. Mais comme quoi, faire vraiment ce que tu aimes, une passion, c'est incroyable. Moi, je dis souvent aux gens, si tu as la chance de faire ta passion comme métier, non limit. Non limit. Mec, tu peux travailler sans limite. Et tu te donnes à fond. Tu te donnes à fond et tu as l'impression de ne pas travailler. Ouais, exact. Tu te donnes à fond, vraiment à fond. Tu as l'impression de ne pas travailler. Par contre, il y a le côté le plus négatif dans la passion. Ça, c'est le plus négatif. Tu ne fais pas d'argent. Oui, alors c'est vrai que souvent les passionnés ne sont pas les plus riches. Non. Il faut un aspect business, un aspect harimi, un aspect où tu... Businessman, vraiment businessman. Voilà, tu penses business. Tu penses pas, moi j'adore faire ça, je vais le faire parce que c'est un projet intéressant. Et ça, je détestais. Par exemple, quand j'ai ramené l'entreprise d'écologie, parce que comme on a parlé tout à l'heure, c'est la fameuse entreprise, parce qu'en 2014, je me suis inscrit dans un programme de bourse incubateur au Canada, à Montréal. J'ai monté une entreprise d'éco-aménagement en carton. D'accord.
Et j'ai validé Donc des meubles en carton. des meubles, tout en carton, des D'accord. supports. En fait, c'est du mobilier et des supports de communication en carton. On mettra des photos parce que Ouais. je trouve cette partie incroyable. Incroyable. Vraiment, Chaises, c'est incroyable. fauteuils, tables, Mais tout, luminaires, tout. Incroyable. D'ailleurs, chez moi, tu l'as vu. Oui, tu as chez toi, testé. tout est en carton. Je trouve Chez ça moi, tout extraordinaire. Extraordinaire. Et quand je rencontre une fille, il me dit non, mais est-ce que ta femme, tu penses que ta femme va habiter en carton dans une maison de carton? Bah, écoute, pourquoi pas? Écoute, pourquoi pas? mais ce qui est intéressant, c'est qu'il faut un artiste pour comprendre un artiste. Il Ouais. faut quelqu'un qui comprenne un peu cette passion. Et bien entendu, quand je dis tout est en carton, par exemple, le lit, il n'est pas en carton. Tu ne dors pas sur un lit en carton. Mais un truc intéressant, des fauteuils qu'on montrera à l'image, ils sont très confortables. Oui. Particulièrement confortables. On a l'impression qu'on va s'asseoir dessus et ça va être bancal, ils sont très très Tu confortables. connais Karim Droné? Bien sûr. Karim Droné, c'est un ami. En fait, je l'ai rencontré pour la première fois, c'était au Forum des métiers verts à Rabat, quand je suis rentré du Canada. Tu le connais bien. Assez. D'accord, assez. parce que on rediscutera. Je Ok. vais peut-être avoir besoin de lui. Et Karim Droné, quand je l'ai rencontré, il était le régisseur d'une conférence dans le fameux Forum des métiers verts. Et j'avais fait comme premier partenariat, c'était avec les organisateurs de ce forum qui était à Rabat. Et en fait, en échange, j'ai fourni 10 petits stands, une vingtaine, pas une dizaine, c'est plus qu'une dizaine. Et comment il s'appelle l'estrade, les fauteuils et tout le mobilier de l'estrade des présentateurs et des Magnifique. régisseurs. Et donc habillé aux couleurs du truc, etc. Exact. C'était en carton et brandé avec un branding de l'événement, le FMV. Magnifique. Et il y avait Karim Droné, c'était régisseur, et en fait, il avait son fauteuil, et c'était les fameux fauteuils que tu as testés. Oui. Et à la fin, on lui a demandé est-ce que c'était confortable. Il a dit j'en ai jamais eu de chaise aussi confortable sachant qu'il avait un mal de dos. Lui. Et du coup, c'est comme il m'a dit, c'est un remède de malade. Moi, je les trouve super confortables. Et on a l'impression, parce que tu sais, l'avantage des cartons, je vais raconter aux gens très rapidement pourquoi est-ce que j'ai eu l'idée de te recontacter. Parce qu'on s'était perdu de vue depuis très longtemps. Exact. Et un jour, je viens pour faire ce genre de logo. Exact. Donc, j'ai 3 podcasts. J'ai un qui s'appelle Ça reste entre nous. J'en ai un autre en anglais qui s'appelle Another Day in Paradise. Et j'ai un autre qui est affiché ici, mais vous ne le voyez pas, qui est Le Foutoir. C'est pour ça que Karim Droné, ça pourrait être intéressant. Ouais, bref, peu importe. On va en discuter après. Mais, et donc, à la base, je voulais faire un petit peu de branding, etc. Je me suis dit, ça va être en LED. Je voyais des trucs, les LED. Je me suis dit, ça peut être pas mal, des LED, etc. En ce moment, c'est vraiment à la mode. Je ne sais pas si tu as vu, dans tous les restaurants et tout, ils font un peu de LED, etc. En fait, c'est pas mal. C'est un flottant. Oui. En fait, tu as des lettrages et tu as après tu as du plexi et tu as c'est une comme planche on de dirait plexi. qui flotte un peu. C'est pas mal. Moi, je trouve ça pas mal. Après, alors le truc qui m'a un peu fait désister par rapport au LED, c'est on m'a dit, oui, la durée de vie, elle n'est pas éternelle. C'est-à-dire le LED, apparemment, 2-3 ans, et c'est tout. C'est ce qu'on m'a dit. Alors, je ne sais pas si c'est le vendeur qui a mal vendu sa cam, etc. Peu importe. À un certain moment, peut-être un artiste et pas un businessman, tu vois. Il est passionné. Il est passionné. Et ensuite, par hasard, je suis tombé sur un post qui me disait qu'il faisait des trucs en bois. Et je trouvais ça super sympa. Et je me suis dit, waouh, donc il le coupe au laser, il le peigne, etc. C'est facile, ça crée des volumes et je trouve ça sympa. Et le monsieur en bois, il me disait, oui, mais le problème, où tu vas l'accrocher, il faut, etc. Parce que le bois, ça reste un peu lourd. Et je lui disais, moi, je veux l'accrocher juste avec des trucs d'un rideau, etc. Peut-être avec du fil de pêche, etc. Il m'a dit, oui, mais attention, le poids, je vais essayer de te faire un bois pas trop lourd, etc. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai qu'il y a la contrainte du poids. Donc, il faut creuser, il faut faire des vis, il faut mettre des chevilles, des vis, etc., etc. Surtout, si tu veux faire un truc un peu grand, ça va peser son petit poids. Et je me suis dit, tu sais ce qui serait sympa ? C'est de le faire en carton. Ah, mais putain, je connais quelqu'un qui fait du carton. Et c'est parfait. Parce que premièrement, c'est léger.
Deuxièmement, une perception que tout le monde a par rapport aux meubles, c'est que C'est cheap et fragile. c'est cheap et fragile et surtout, ça craint l'eau. Oui. Alors, l'humidité. Et toi, le meilleur contre-exemple, c'est que tu habites à 100 mètres en vol d'oiseau de Ouais, la mer de la mer. et que tu as tous tes meubles là-dedans. Ça fait 4 ans. Voilà. Ça fait 4 ans que j'ai les mêmes meubles. Ils sont intacts. Ils sont intacts. Ils sont intacts. Alors, ils sont plus ou moins légers. Oui. Plus légers qu'en tout cas en bois. Ça, Très, c'est très, certain. très, très, très léger Oui. par rapport au bois. Ouais, exact. Ils sont biodégradables. Exact. C'est-à-dire c'est vraiment écologique, etc. Et tu peux les brinder. Les brander. Chose que tu peux pas faire avec le bois. C'est ça. Et bien d'autres matières comme le forex. Si tu imprimes pas directement en UV, et la technologie UV jusqu'à aujourd'hui, ils donnent pas l'éclat des couleurs. Ouais. Et en fait, c'est comme la matière. En fait, la matière absorbe les éclats de couleurs. C'est normal. C'est Bien tout sûr, à fait bien normal. sûr. C'est comme du bois textile. vivant. Quand tu prends du jaune vif et tu imprimes sur du textile, sur ton t-shirt, ok, en fait, ce jaune, il sera jamais le même jaune que Jaune tu as. éclatant que tu as à l'image. Non, parce bien que sûr. c'est la matière, ça rentre dans... Qui absorbe un peu. Qui absorbe, en fait, et la superposition aussi de couches de lumière. Ça veut dire une composante jaune sur du gris, c'est sûr que ça va pas être jaune. Bien sûr, ça va déteindre. La couleur du fond va déteindre. Ça aussi, c'est les défauts qui sont des qualités pour le carton. Parce que le carton, tu peux l'habiller, tu peux le brinder facilement. Et ça garde les éclats, ça garde les textures, ça garde tout. Et le fait de le... parlons un peu de l'humidité du carton. Alors toi, tu m'avais dit que déjà, si tu le brindes, c'est-à-dire il y a une couche de papier qui déjà protège un petit peu... Le vinyle. Le vinyle le rend un peu imperméable. Exact. Mais aussi, tu peux aussi utiliser une bombe qui le rend imperméable. Je l'ai fait accidentellement. Je l'ai découvert accidentellement. On ne me l'a jamais appris. D'ailleurs, pas mal. C'est autodidacte aussi. Le métier de designer, éco-designer en carton, c'est un métier que j'ai fait. J'ai pas fait de formation là-dedans. Par contre, en 2006, j'ai été, par exemple, touché par Cupidon, si on peut dire. Ce jeune Cupidon, en fait, il m'a touché en plein axe. C'était au Salon mondial de la maquette dont je participais. Oui. Il y avait des Scandinaves, un exposant scandinave. C'est une petite entreprise artisanale qui faisait des jouets en bambou. D'accord. Et elle avait tout le stand en carton. C'est la première fois que je vois ce qu'on peut faire avec du carton. En grandeur nature. Parce que moi, je faisais des maquettes toute ma vie. Depuis que j'avais 5 ans, je faisais des maquettes, mais en papier, pas en carton. Je ne faisais pas de meubles, je ne faisais rien. Mais quand j'ai découvert en 2006 qu'on pouvait faire des merveilles avec du carton, en 2007, je faisais ma première exposition plus ou moins médiatisée avec un partenaire média et tout. Et tous les présentoirs, tous les porte-affiches, les meubles et tout, c'était en carton. J'avais fait ça dans un café et j'avais fait l'exposition des maquettes de voitures sur des socles en carton. Et ce que je disais, c'est que le carton, c'est vraiment tout un monde, quoi. Bien sûr. Tu finis pas de découvrir des choses sur le carton. Et parmi la ces versatilité du carton, tu peux tout faire avec ça. Tout faire. Et en fait, jusqu'à maintenant, c'est comme les limites du carton ne sont pas atteintes. Il y a encore beaucoup de choses, on découvre beaucoup de choses. Et à chaque fois, il y a des designers carrément qui créent et qui tombent amoureux du carton. Et donc, moi, accidentellement, comme tous les créateurs et les artistes à travers le monde, on découvre beaucoup de choses par hasard. C'est vrai. Et moi, j'étais en train d'appliquer le fameux waterproof sur des chaussures en daim. D'accord. Et je commençais à faire ça. Et où est-ce que j'ai fait ? Je l'ai fait chez moi à la maison. Et j'avais peur d'abîmer le sol. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris une plaque de carton. Et qui traînait chez toi. Et j'ai pris mon pied, je l'ai mis sur j'ai mis les chaussures sur le morceau de carton. Et j'ai commencé à vaporiser le truc. Et en fait, en soulevant la chaussure, la paire de chaussures, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de différence entre ce qui était masqué par la chaussure. Visuellement, ça n'avait pas d'effet, mais ça a protégé la partie... Et je me suis dit, c'est pas normal. Est-ce que vraiment ça marche, ce truc ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai été chercher le spray et en fait, je l'ai vaporisé sur le morceau de carton.
Et figure-toi que c'était tout Ça waterproof. glissait. Ouais, ça glissait Ça dessus. glissait les gouttes comme ça. Hmm. Et la place de la paire de chaussures, elle était toute trempée dans Elle l'eau. absorbait l'eau. Donc, c'est magnifique. Donc, avec ça, ça j'ai devient pu- presque la solution parfaite. C'est la solution miracle, plus ou moins. Parce qu'il y avait, c'est sûr qu'il y avait des produits, il y a toujours des produits comme les produits anti-feu, Mhm. parce qu'il y a des produits qu'on applique, c'est l'inifugation, des D'accord. inifugeurs qui appliquent une couche ralentisseur de feu. Oh, bien sûr. Ils ne protègent pas à 100%, mais ils ralentissent l'action de feu sur le carton. On l'utilise aussi, c'est des classes M1. Mais il y a aussi on achète des liquides waterproof que tu achètes, mais ça n'existe pas au Maroc, il faut les commander à l'étranger. Et donc, il n'y avait pas de cette possibilité que j'importe, par exemple, 10 litres, 10 litres et créer un compte Portnet pour importer, je ne sais pas, 10 litres, c'est pas possible. Mais donc voilà, donc un meuble en carton, souvent, ce que les gens pensent, c'est que moi, à la base, beaucoup de gens, je pense comme moi, au début, ils pensaient à un carton, quand ils pensent carton, ils pensent même pas matière carton, ils pensent le box, le carton, la boîte de carton, pour transporter, pour faire ci, pour faire ça. Et avec ce carton, ce que tu as pu faire, ben, premièrement, moi, ce que je trouve sympa, donc comme je t'ai dit pour mes logos, c'est que tu peux le transporter facilement, c'est pas très lourd. C'est modulable. C'est modulable Tu peux et le c'est plier. écologique aussi. C'est écologique. Alors, raconte-moi un petit peu ton aventure ou est-ce que je ne sais pas si tu peux l'appeler mes aventures, mais en tout cas ton expérience avec la COP22. Oh boy. Avec la COP22. Oh Restons là. politiquement corrects. Restons éthique. Et on va rester éthique. Voilà, alors dis-moi. Cravate, s'il vous plaît. C'était Qui te contacte pour COP22 ? D'ailleurs, c'était la raison, parce que ce qui est important aussi, c'était la raison pour laquelle on a parlé tout à l'heure, pourquoi je suis rentré du Canada. Oui. Parce que j'étais jusqu'à 2015, je ne pensais pas rentrer du Canada du tout au Maroc. En tout cas, à cette époque-là, je n'avais pas l'intention de rentrer du tout. Et là, il y avait une crise politique au niveau du Québec. Et c'est comme un plan d'austérité qui était sur 3 ans et ainsi de suite. Et j'avais comme principal fournisseur, c'était le gouvernement. Bon, ça la fout mal, donc c'est pas bon. donc bonjour les grèves, bonjour les marches dans la rue. C'était les manifestations de casseroles dans le temps. Je descendais aussi, moi, avec des casseroles. Bon, et là, c'est comme Dieu sait seul, il ferme une porte, il ouvre une autre. Tout à fait. Et alhamdoulilah quand même, parce que ça m'a permis de rencontrer une personne. Cette personne, il m'a informé que par décret royal, en fait, Sa Majesté Mohamed VI avait, c'est comme lancé une invitation pour tous les Marocains, les entreprises marocaines à travers le monde qui œuvrent dans l'écologie, de venir contribuer ou participer, en tout cas, de quelle manière qu'elle soit, à la COP22. C'est un événement national, international. International, donc c'est énorme. Le Marocain, il est le premier à être appelé à participer, plus ou moins. Et donc, j'étais appelé, je me suis dit, OK, c'est l'occasion. J'ai pris Elisis, l'entreprise. Est-ce que tu as été contacté directement ou tu as juste reçu un appel global et tu t'es dit, c'est mon opportunité ? En fait, il y avait des événements qui se faisaient à l'ambassade du Maroc à Montréal. Et donc, ces événements, tu fais du réseautage. D'accord. Et j'étais en contact carrément avec la consul générale de Sa Majesté. D'accord. Et donc, Madame la consul générale m'avait parlé, il m'a dit, ah tiens, il y a la COP22, il faut que tu y participes. Et elle m'a envoyé carrément, vraiment avec... c'est presque un courrier, carrément. Un courrier, c'est comme, écoutez, c'est impossible que tu participes pas à ça. C'est magnifique. C'est pas magnifique, possible. C'est un honneur. Et par l'occasion, elle m'a aussi, dans le courrier, il m'a dit, maquette de voiture, c'est important. Tu fais des maquettes de voiture, tu es passionné de voiture, Sa Majesté. Moi, même si c'est les passionnés de voiture, il faut qu'on lui envoie, il faut qu'il voit une de tes œuvres. Et c'était Madame la consul générale, c'était une certaine Madame Wassen, Madame Wassen, qui est aujourd'hui consul général de Sa Majesté en Australie. D'accord. Elle est toujours en action politique et représente une très
très bonne dame, très sympa, très patriote. Super. Et c'est elle m'a demandé une maquette, elle m'a vraiment encouragé, poussé carrément à aller à Alors la justement, COP22. on va mettre des photos de maquettes parce que ça Exact. aussi, je trouve ça magnifique. Est-ce que alors, une petite parenthèse rapide sur ces maquettes, mais est-ce que tu es passionné d'automobile parce que j'ai vu chez toi, tu avais beaucoup de photos aussi de voitures. Ouais, exact. Tu fais des maquettes de voitures. Exact. Est-ce que tu as une passion pour l'automobile ou une passion pour la photo et pour les maquettes et il s'avère juste que le modèle soit l'automobile? En fait, une passion pour les deux, pour la photographie et pour les voitures. Mais j'en fais pas que les voitures, en fait. Je fais des bateaux, j'en fais des avions. J'en faisais beaucoup quand j'étais vraiment dans l'âge des études. J'avais plus de temps pour Bien faire sûr. des maquettes et j'en faisais beaucoup de tout type, carrément. Mais c'est comme les 10-15 dernières années, c'est comme vraiment, je me suis focalisé sur Sur le les monde voitures. automobile, beaucoup. Et le modèle que tu as envoyé à Sa Majesté, est-ce que alors on va l'afficher, Ouais. t'en fais pas, l'editing, je m'occupe. Imagine, il y a une belle voiture Une ici, belle il y a voiture. des angles et tout. T'inquiète pas, tu as l'impression comme ça, c'est un peu bizarre, mais t'inquiète pas, on est des pros ici. Je vais donner ça à mes équipes. Non, c'est Bibi qui va le faire. Mais ce modèle, par exemple, que tu m'as montré tout à l'heure, qu'on va afficher, il t'a pris combien de temps? En fait, c'est à plein temps, ça devait me prendre un mois. Un mois, à tout casser, un mois. D'accord. Parce que c'est un modèle intérieur-extérieur. D'accord. J'en fais des maquettes où il y a juste la coque extérieure, juste le concept car extérieur ou le modèle extérieur. Mais il y a des modèles où je dois faire même l'intérieur. J'aime faire l'intérieur aussi. Et quand il s'agit des intérieur-extérieur, ça prend plus de temps. C'est-à-dire, tu m'avais expliqué que tu fais par exemple les sièges. Ça, j'ai trouvé ça magnifique. Et on va montrer des photos assez en gros plan. Les sièges, ils sont en carton. En structure carton, ouais. Mais ils sont habillés. Enveloppés. Et cousu main. Cousu main, ouais. En simili-cuir, etc. Exact. Le petit volant simili-cuir, la boîte à vitesse avec le bas en simili-cuir. Exact. Le volant lui-même, il est cousu. Tu vas voir là. Incroyable. Honnêtement, c'est du travail d'orfèvre et je trouve ça magnifique. Vraiment, vraiment magnifique. Mais ça, merci, c'est très gentil. Alors, le modèle là, c'est le XJS, la Jaguar. La Jaguar, oui. Mais c'est comme ta passion te pousse à tester et mélanger certaines techniques. Oui. Et il y a certaines techniques où j'ai utilisé l'argile, la pâte à modeler. C'est comme vraiment, c'est des choses comme ça. C'est comme de l'éponge, carrément l'éponge et directement. Et aussi, tu m'avais montré la Rolls-Royce, c'est ça, avec en aluminium. En aluminium, papier aluminium magnifique. que j'ai sculpté. Que tu as rembourré jusqu'à ce qu'il devienne très très dur. Très dur. Une sculpture faire une sculpture en aluminium. Spirit of Ecstasy. Spirit of Ecstasy, c'est la femme. La femme qui est devant dans le petit truc qui a ses ailes. Voilà, il s'appelle Spirit of Ecstasy. Je l'ai fait, c'est une taille réelle. En fait, j'ai pris la calandre d'une Corniche, Rolls-Royce Corniche, modèle 82. Et j'ai fait juste la calandre taille échelle réelle et j'ai sculpté carrément, comme tu as dit, j'ai sculpté le logo à la main. Magnifique. Alors revenons à nos moutons, revenons à la COP22. Ouais. Alors, on t'envoie, bien sûr, on te sollicite, on te dit voilà, il faut que tu viennes, tu es encouragé. Exact. Donc tu viens. Je viens, je m'installe. C'était la première fois que je suis rentré, c'était en juin 2015. Je suis rentré. La première fois du Canada, juste pour voir où est-ce qu'on en est avec la COP22, parce que c'était un projet qui s'en venait pour l'année 2016. Du coup, je suis venu comme première fois. Je suis retourné au Canada après, et après j'ai commencé à liquider ce que j'avais à liquider au Canada, et je suis rentré définitivement en octobre 2015. Je suis rentré m'installer au Maroc. Et là, je prépare la COP22. J'ai commencé à préparer l'entreprise au-delà de la COP22 parce qu'il fallait que je crée une entreprise bien sûr. Et tout. Et j'ai créé l'entreprise, la filiale plus ou moins, la filiale entre guillemets de celle que j'avais au Canada. Et là, on rentre dans les appels d'offres pour la fabrication des stands des participants. Et à ma grande surprise, il y avait 4 grandes entreprises, dont 3 internationales et une marocaine, qui ont eu l'exclusivité
totale de toute la COP22. L'exclusivité totale. Mais quand je dis totale, verrouillée, totale. Ça veut dire que tu importes... Par exemple, admettons, tu es un organisme public, je dis n'importe quoi, l'OCP. Et l'OCP n'avait pas le droit d'importer même pas une chaise. En fait, c'est comme, tu loues l'espace. C'est nous les prestataires. C'est nous les prestataires, on fait tout. Par exemple, si tu as une charte graphique à ta propre orientation d'entreprise, tu la ramènes, on va te faire des propositions de design suivant la charte graphique. Et en fait, les prestataires, là, c'est le plus drôle dans l'histoire. Jusqu'à présent, rien de grave. Bon, quand même un peu. Partager le gâteau sur 4. Voilà, bon, après, pourquoi est-ce qu'on t'a appelé? Alors, pourquoi est-ce qu'on a appelé des centaines de gens Alors là, la cerise sur le gâteau, c'est qu'à 40 jours, disons à 40 jours de la COP22, de la tenue de la COP22, en fait, je me rappelle très bien, c'est à une quarantaine de jours, et je pitchais sur 6 stands. Et j'en avais aucun. Jusqu'à la date des 40 jours, j'en avais aucun marché. Aucun stand, aucune commande, zéro. Et en fait, je commençais à réfléchir à rentrer au Canada carrément. À ce moment-là, c'est comme les organisateurs de la COP22, les 4 entreprises qui avaient l'exclusivité. En fait, ce qu'ils avaient, c'est qu'ils avaient beaucoup de retard dans les prestations de réalisation. Et là, on a commencé à ouvrir les vannes pour... avoir du monde, quoi. Pour avoir des prestataires qui peuvent remplir ça, pour pas avoir le cahier de charge. Bien sûr. Parce que c'était impossible. D'ailleurs, je me rappelle, c'est que même au niveau des gestionnaires de la COP22, il y avait des têtes qui ont sauté durant. On se rappelle très bien, il y avait des têtes qui ont sauté durant la préparation parce qu'il y avait beaucoup de retard et Sa Majesté a pris carrément le dossier en main personnellement. Et du coup, c'est qu'on m'appelle une agence de com qui était l'une des agences qui détenait le... L'une des 4, donc. Une des 4, plus ou moins, exactement. En fait, c'est les 4, et les 4, ils avaient d'autres arborescences. Oui, mais c'était eux qui allaient couper le gâteau, qui allaient partager le gâteau. Et une des 4 m'a appelé, par exemple, et en me disant, voilà, on va te donner 3 grands stands. Mais quand je dis grand, c'est grand. C'est... dont un qui est presque le plus grand de toute la COP22, aménagé en carton. En 40 jours, 30 jours, je pense, je devais produire la plus grande salle de conférence en chaises de carton. 126 chaises en carton, carrément. Moi qui ai petit atelier, produire 126 pour celui-là, 40 pour celui-ci, 30 pour l'autre, et ainsi de suite. Rien que les chaises. Moi, je ne parle pas des fauteuils, je ne parle pas des tables multimédia, je ne parle pas des lettrages en scène en carton. C'était un chantier de malade. En 40 jours, on ne dormait pas. J'avais une équipe de 4 personnes. Moi inclus, c'était impossible. Jour et nuit, c'était la totale. On a bien fait les choses, on a livré dans les temps, tout était bien, tout était nickel. Bien sûr, paiement, va voir ailleurs. Va voir ailleurs. Mais donc, est-ce que tu avais une avance et tu attendais le paiement? Non, il n'y a pas d'avance. Il y a du recul. Non, il y a du recul. Il y a du contre-plongé par hasard. Non, c'était... Laisse tomber. Moi, c'est le dernier détail. D'ailleurs, tout le monde me dit « Ah, c'est normal, tu es payé au bout d'une année. Oh, tu es chanceux, tu as eu ton argent au bout d'une année. » Bref. Mais la surprise, la cerise sur le gâteau, c'est celles qui sont venues après. C'est qu'on avait signé on nous a fait signer des documents de confidentialité dont les clauses étaient énormes. J'ai pas lu tout. Je me suis dit, peut-être c'est juste des clauses de confidentialité, de ne pas divulguer, par exemple, comme quoi ce client utilise telle matière, fait ceci, c'est ça. Comme j'aurais des documents, par exemple, sur l'utilisation de photovoltaïque, plaques, machin, il faut pas que je divulgue des informations que je vais... Des marques, des fournisseurs. Techniques, des trucs. Donc, je me suis dit, c'est sûrement ça. Et donc là, je me présente à la COP22 et au bout le deuxième jour, des agents de sécurité et un des représentants du département marketing de ce client vient me demander gentiment de sortir du stand. J'ai dit, pardon? Parce qu'il m'a vu donner ma carte visite à quelqu'un et les agents de sécurité ainsi que le monsieur sont venus me voir, me dire, écoutez, vous n'avez pas le droit. Pardon?
J'ai dit, pourquoi je n'ai pas le droit? Non, non, vous n'avez pas le droit d'être ici et encore moins de donner des cartes de visite. Pour ton travail à Pour toi, mon tu as pas travail le que droit j'ai de- réalisé, les gens ils croyaient que c'était une agence française, dont je ne vais pas citer le nom, et Non, qui non, non. était... Mais je vais l'écrire. euh, Je rigole. oui, stoppé. Je veux l'écrire, ça restera entre Ça nous. restera Vraiment, entre ça nous. reste entre nous. Et donc, il m'a dit, non, non, vous n'avez pas le droit d'être ici, et c'est clair et net sur le contrat de Donc, confidentialité. c'est quoi leur but, en fait, de ne pas te laisser... C'est que le client final ne sache pas qui a fait ça et qu'il détienne toujours cette exclusivité totale et Ils verrouillée. doivent passer par eux. Par eux. Mhm. C'est une exclusivité verrouillée, mais très verrouillée. Et ne pas faire de posts, ne pas faire de publications sur Instagram ou sur YouTube ou sur n'importe quoi. En fait, j'avais pas le droit, nullement, de dire que j'ai fait des stands dans la COP22. Où ce sont mes chaises à la C'est quand COP22. même incroyable. Ah. Tu n'avais pas le droit de mettre ta marque. De Non, mettre non, non, encore moins. Rien. Moi, je te dis, même la présence physique, j'étais interdit du stand. On m'a chassé du stand. On m'a demandé de quitter les lieux. C'est quand même dingue. C'est Ouais, quand ouais, même ouais, incroyable. ouais, Quand même ça s'est incroyable. passé. Ça s'est passé à la COP22, au Incroyable, Maroc, à Marrakech. incroyable. Et un événement. Et donc, comme tu as dit, ils voulaient partager un petit peu le gâteau. Alors, avant de conclure, qu'est-ce que tu penses qu'est-ce qu'on pourrait faire pour encourager des jeunes artistes, des jeunes talents ou des artistes moins jeunes, mais des gens qui veulent se lancer dans l'art et qui veulent se lancer dans ce genre de choses? Est-ce qu'on a les études appropriées? Est-ce qu'on a les bourses appropriées? Est-ce qu'on a les aides étatiques appropriées? Comment on pourrait améliorer tout ça? Alors, l'amélioration, ça commencera déjà par, je pense, par le secteur privé. D'ailleurs, je le dis souvent, on en a parlé tout à l'heure un petit peu, parce que l'État, à lui seul, ne peut pas faire cette démarche. Oui. Parce que l'État il a d'autres démarches au niveau de l'éducation d'abord, au niveau de les études supérieures et ainsi de suite, au niveau des offres d'emploi, du marché de l'emploi et ainsi de suite. Lui ajouter encore des subventions et des bourses pour des passionnés et Oui. ça Ou des reste artistes. c'est des artistes, mais ça reste, moi je pense que la contribution viendra sûrement. D'ailleurs, l'exemple, moi je l'ai vécu et je pense que c'est un bon exemple à suivre du Canada. C'est les bailleurs de fonds privés. C'est eux, parce qu'ils ont des avantages fiscaux qui font qu'ils contribuent avec bras ouverts dans la création des métiers d'art artisanal plus ou moins, et des métiers de passion, d'art, et tout ça, c'est qu'ils ont des choses à tirer profit au niveau fiscal. Donc, moi, si demain, s'il y a une loi qui vient ou des projets de loi qui viennent aider les entreprises privées, les grandes entreprises, institutions privées à avoir des allègements fiscaux pour leurs contributions, subventions, c'est comme les mécénats dans le fond. En fait, c'est comme les mécénats, exactement le même concept. Oui, tout à Mais fait. les mécénats, c'est pour juste des artistes de renommée, pour quelques L'élite et des artistes, on des va artistes. dire. Des artistes Mais, qui n'ont pas mais, besoin mais, beaucoup mais de là, on subventions. parle d'entrepreneuriat. Les mécénats, c'est un non lucratif. Mais là, c'est pour l'entrepreneuriat. Je pense que le privé peut contribuer par des bourses et des subventions, innovation, R&D, entreprises start-up et tout ça. Ça commence à travers certaines entreprises dont je ne citerai pas le nom, mais qui sont dans télécommunications. Oui. Mais ce n'est pas assez. Je dis que ce n'est pas assez. Pourquoi? Parce que j'ai vu les bourses qu'ils donnaient ou les aides qu'ils donnaient, ce n'est pas assez, de un. De deux, le jury et la composition des gens qui valident ces projets et n'est pas conforme du tout au profil. Oui, certes, c'est des entrepreneurs qui ont fait leur choix, mais ce n'est pas parce que tu as réussi dans l'entrepreneuriat ou dans le management que tu as bon conseil à donner. En fait, ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu aies cette passion aussi. Il faut que tu sois passionné aussi. Un passionné, on l'a dit tout à l'heure. Un passionné est passionnant. Donc, quelqu'un passionné, il va pouvoir traduire. Voilà, tout à fait. Donc, mais tu m'avais dit aussi que, malheureusement, le carton, ta matière première pour ton art,
est devenu... Ah, on l'importe plus On ne l'apporte plus. C'est d'ailleurs, malheureusement, à cause du corona, c'est que j'ai arrêté l'activité de l'entreprise Elicis, dont je faisais l'éco-aménagement en carton. Et là, c'est vraiment le coup de grâce. Le coup de grâce, carrément, c'est le coup de massue. C'est que le carton a doublé de prix. En fait, la douane a augmenté de 100% le prix du carton. Ça veut dire on apportait un carton spécial de l'étranger. Qui coûte maintenant 2 fois plus cher. 2 fois plus cher. Mais vraiment 2 fois plus cher. Quand je dis 2 fois plus cher, c'est pas une façon, c'est pas... pas une façon de parler, c'est littéralement x2. C'est littéralement x2, c'est plus que 2. Ça veut dire si on achetait un panneau à 70 dirhams hors taxe, aujourd'hui le panneau coûte 155 dirhams hors taxe. Donc pour faire un fauteuil, il te faut 2 panneaux de carton. C'est déjà 300 dirhams. 310 dirhams exactement, juste pour le carton. On ne parle plus de découpe, on ne parle plus de colle, de brevet ou d'amortissement ou de bénéfices. De main-d'œuvre, ni rien du tout. Ni rien du tout. Ça double les prix. Vraiment, c'est le coût de matière, 300 dirhams. C'est pas possible. Je ne vais pas vendre ce fauteuil à 1000 dirhams. C'est pas possible. Et donc, malheureusement, même là, aujourd'hui, l'importateur qui m'apportait ça, le type de carton, il a arrêté de le faire. Il a arrêté de le faire. Parce il va se diriger vers autre chose. Non, c'est pas possible. C'est plus rentable. C'est plus rentable. Et là, ça nous renvoie, je pose juste question, je lance cette question bien sûr, sur ton canal, c'est que le Made in Morocco, on a bien lancé une initiative royale qui est le Made in Morocco. Mais derrière... En fait, c'est quoi le Made in Morocco? J'aimerais bien comprendre, parce que là, si on dit Made in Morocco, ça veut dire qu'on est capable, on est autosuffisant pour avoir des matières. Mais là, ça signifie... C'est comme faire du Made in Morocco comme opération pour la création d'emplois, pour la régénération des métiers d'artisans et ainsi de suite, et encourager les jeunes qui sont dans les milieux ruraux de ne pas exoder vers l'urbain pour avoir des jobs qui sont... Mais là, c'est comme... On n'a même pas du carton de qualité. On n'est pas capable de le faire. On ne veut pas le faire, on n'est pas capable de le faire. La question, c'est que derrière le Made in Morocco, est-ce qu'il y a toute une étude qui est faite déjà qu'on sache, est-ce qu'on a la capacité de faire du Made in Morocco? C'est pas parce qu'on est des artisans, qu'on fait de l'orfèvrerie, qu'on fait des tfayer ou qu'on dit le berarud et ainsi de suite, que ça fait du Made in Morocco. Ça fait de l'artisanat marocain. Mais c'est pas du Made in Morocco. Le Made in Morocco, ça veut dire que c'est des choses que tu peux exporter. Par exemple, demain, moi, je veux produire ici des chaises en carton. Et j'ai des brevets pour ça. Et les exporter en Europe. Par exemple. Mais là, c'est pas possible. Parce que, oui, je suis fier de le mettre Made in Morocco sur ces fauteuils, ces chaises et tables et ainsi de suite. Mais là, la matière, on l'a pas. C'est comme la boucle n'est pas bouclée du tout. Je suis d'accord. Comme tu as dit, la boucle n'est pas bouclée. On fait pas de vinyle. Ça veut dire aujourd'hui, le vinyle qu'on a... On l'importe. On l'importe. Alors là, si tu me dis Made in Morocco et tu augmentes les prix de la douane, du vinyle et du carton pour juste vraiment forcer la main. En fait, là, tu me forces le bras à faire du Made in Morocco. Et tu me casses le bras, je suis incapable de faire faire la théière, quoi. Ça, c'est sûr. Là, c'est sûr tu es en qu'il train de me faudrait casser le bras. un effort sur tout le plan. Ouais. Et pas juste dire, voilà, Made in Morocco, c'est pas juste l'artisanat. Non, c'est pas juste l'artisanat. Je suis d'accord. C'est bon, écoute, sur cette note positive, ouais. On va s'arrêter. Ouais. Mais écoute, ça m'a vraiment fait plaisir. Et on va parler juste de Wika. Ah, on va parler de Wika avant de s'arrêter. Ce que j'ai entrepris, parce que les gens ils vont se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai fait... Alors, parle-nous de Wika. Alors, Wika, c'est comme j'ai dit, c'est quand j'ai arrêté, malheureusement, j'ai attendu une année. Avec un staff, une équipe, charge, une machine, loyer, toute une entreprise. Pendant 12 mois, j'ai pas pu tenir plus que ça. Et j'ai arrêté l'activité, j'ai fermé tout et j'ai relancé un projet qui s'appelle Wika. Et c'est en fait, ce projet-là, il n'est pas si différent de ce que je faisais, sauf qu'il est encore plus fou, plus artistique. Écoute, plus on est de fous, plus on rit. Et dis-moi. En fait, c'est des expériences décoration éphémères en carton.
D'accord. Comme toi, par exemple, tu m'as contacté pour faire les signalétiques, comme on voit derrière, comme on voit celle-ci, par exemple. C'est des objets, des pop-up qu'on fait en décoration d'anniversaire, de décoration, par exemple, thématique, décoration d'arrière-plan, de background d'entreprise, de plateau télé, des trucs. En fait, c'est ouvert à tout. C'est encore plus fun. C'est pas juste des chaises et des tables, des trucs comme ça. C'est très créatif. C'est très créatif. Ça peut partir sur des créations. Et surtout, c'est très public. Parce qu'au départ, je faisais ça beaucoup B2B. Business to business. Maintenant, c'est plus particulier. C'est comme des gens qui ont des anniversaires, qui veulent faire des anniversaires et thème, je sais pas, dinosaures. Et je fabrique des pop-up comme ça en carton, en dinosaures géants, des trucs comme ça. Et donc, c'est ce que j'ai lancé. C'est ce que je fais aujourd'hui. Et donc, est-ce que ça se loue, ça s'achète ? Les deux. Les deux. D'accord. Il y a des choses, par exemple, c'est les commandes spéciales, c'est des choses qu'on vend, bien sûr, c'est normal. Bien entendu. Et ça reste entre nous, par exemple. Ça reste entre nous, c'est certain que tu peux pas le louer. À chaque fois que je fais une émission, je la loue. Je la loue, ok. Mais quand c'est des photos booths, tu as fait avec des thématiques, exact. Ça, je trouve ça super sympa. Exact. Et on va mettre des photos dessus. Exact. Et on va mettre tes contacts. Et puis voilà, on va s'arrêter là. Et au passage, ça c'est le logo de mon autre podcast qui est Another Day in Paradise, qui est en anglais pour tous les anglophones ou pour les gens qui veulent être sympas et subscribe et liker, etc. Je vous mettrai le lien aussi. Et donc Wika, super, parfait. On va poster tout ça. Et on se dit à la prochaine. Kamal, merci beaucoup. C'était vraiment super sympa. Jawad. Et j'espère que tu as aimé l'expérience. Oui. On se revoit pour un autre épisode de Ça reste entre nous. Alors, je cherche le bouton. Voilà, j'ai trouvé.